la recette by Urban Inker. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cet épisode de La Recette by Urban Inker. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Razvan, développeur web, homme de conviction et surtout un passionné par ce qu'il fait. Il a un réel parcours atypique et c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Bonjour Razvan. Salut. Merci de ta disponibilité. Je te laisse te présenter très rapidement pour nos éditeurs et auditrices. Très rapidement, je m'appelle Razvan, j'ai 30 ans et du coup je suis, après un long parcours assez expérimental et chaotique, devenu développeur web back-end. Alors justement, ce parcours, on va en parler, on va commencer par le début. De toute façon, toi tu entreprends très rapidement une licence dans les mathématiques, c'est ça? Maths informatique. Voilà, c'est ça. Et donc, au bout d'un moment, tu décides d'arrêter cette licence pour te lancer sur ton projet que je vais laisser te présenter tout simplement. Mais en fait, ouais, donc j'ai 18 ans, je rentre en fac en maths info et très rapidement en fait je me rends compte que c'est pas ce que je veux faire, que les études c'est pas vraiment mon truc. Donc très rapidement en fait j'abandonne on va dire au cours de la première année en fait. Et de là, je me dis, je vais essayer de faire les choses par moi-même, en fait, à mon rythme et un peu comme j'entends. Et donc là, en fait, pour la petite anecdote, à ce moment-là, moi, j'étais en équipe nationale de karaté, donc je me suis dit, allez, on va essayer avec le sport, en premier lieu. Donc là, j'abandonne la fac, je commence à m'entraîner 5-6 heures par jour, 6 jours sur 7. Donc là, j'y vais à fond la caisse pendant comme ça une petite année. Et comme la plupart des gens dans le sport, ça marche pour une petite partie, et puis la plupart, ça fonctionne pas. Donc pour moi, ça n'a pas fonctionné comme je voulais. Et de là, je me suis dit, essayons de faire autre chose, en fait, quelque chose de plus traditionnel, il faut bien gagner sa vie, quoi. Donc j'essaye un petit peu la vente, des choses comme ça. J'avais négligé l'aspect que j'étais extrêmement timide et que j'avais pas particulièrement de confiance en moi, de compétences, en fait, pour vendre. Enfin, si tu veux, j'en étais au stade où négocier 10 centimes sur un pain au chocolat à la boulangerie, c'était compliqué. Donc Ouais, je me suis dit, ça fonctionnait pas. Et de là, en fait, pour la petite anecdote, je suis tombé donc sur un coach de développement personnel, un entrepreneur comme ça qui s'appelle Jim Rohn et qui avait cette philosophie de arrête de blâmer tout le monde et puis si tu veux que les choses changent, change toi-même en fait. Donc là je me suis dit c'est vrai, essayons, on va vraiment se former, on va y aller à fond. Et de là je me dis quel serait le meilleur moyen en fait pour que j'apprenne un maximum de choses le plus rapidement possible. Banco, j'ai monté une boîte. Voilà, là, je me suis dit, je suis dans le dur, je suis à fond la caisse. Là, oui. Et de là, j'emprunte des sous à ma maman, je commence à faire 25-30 banques jusqu'à ouvrir un compte, je vais sur monterunbusinessplan.com, vraiment j'apprends toutes les étapes une par une de comment faire des business plans, du marketing, tout ça. Et bien entendu que l'idée en fait de cette boîte, donc, c'était de créer une billetterie en fait destinée uniquement aux associations étudiantes, donc qui s'appelait Everout. Et le but du jeu, c'était, comme je traînais pas mal, j'étais à la fac, plein de potes, des sorties, des soirées, et je me suis dit, tiens, peut-être on peut faire un truc, on peut leur faciliter la vie et les aider à organiser mieux en fait ensemble des événements et pouvoir mieux gérer leurs sous, leurs entrées, enfin tout ça. À ce moment-là, sur le marché, c'était que des billetteries très traditionnelles, ce système n'existait pas pour eux. Et donc, je me lance là-dedans. Comme je faisais déjà du code en fait depuis un peu toujours, comme ça sur le côté, je me suis dit, essayons vraiment de rendre le truc professionnel. Donc là, j'ai commencé à me former avec tout ce qui était disponible à l'époque. Le contenu, c'était, on parle de 2010. Ouais. Donc les tutos sur Internet et compagnie, c'était pas trop ça encore. J'imagine. À l'époque, j'apprenais principalement ça s'appelait le site du zéro à l'époque. D'accord, ok. Ce qui est devenu Open Classroom par la suite. Donc ça c'est vraiment très professionnalisé. Et donc tout ce que j'apprenais là-dessus, sur Internet, sur des forums, j'y allais à fond la caisse, quoi. Donc pendant 2 ans, ça a été à ce rythme-là, donc ça a été 18 heures par jour de code. Bouffer tous les tutos qui passaient, possibles et imaginables, parce que forcément j'étais tout seul aux commandes, donc fallait que ça se réalise. Et quand je faisais entre guillemets un break, j'appelais les assos, je prenais des rendez-vous, j'allais montrer le produit, et puis chaque semaine en fait comme ça je leur montrais finalement à chaque nouvelle asso un produit différent en fait, parce que le truc évoluait très rapidement. Et donc j'ai fait ça pendant 2 ans. J'ai eu des potes de fac qui m'ont rejoint, qui sont partis faire leurs études. Enfin, il y a eu beaucoup de va-et-vient comme ça. Ils m'ont pas mal aidé, mine de rien, sur beaucoup de compétences. Notamment, ces potes-là faisaient de l'économie. Donc, m'ont beaucoup aidé justement sur tout l'aspect business, en fait, qui me manquait. Et donc, pendant 2 ans, on a fait comme ça. Mais bon, comme toute expérience entrepreneuriale, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Donc là, c'était une première, on va dire, tentative.
Et au contraire, loin de me décourager, je me suis dit, bah, ça a été fantastique, ça n'a pas marché comme je voulais, mais j'ai appris des tonnes de choses. Enfin, vraiment, j'ai appris des aspects sur le business, sur le marketing, sur la com, sur comment prendre des rendez-vous, comment mener à bien un pitch, enfin, tout ça en fait. Donc pendant 2 ans, ça a été super intense. Et là, je me suis dit, bon, ça fait 2 ans que j'y suis, ça n'a pas fonctionné comme je voulais, mais c'est pas grave, pas découragé. Je me suis dit, bah tiens, on va tenter autre chose. Vu que j'étais à ce stade plus dans les études et vraiment dans la phase expérimentale au max, et je me suis tenté plein de choses. Et de là, en fait, bah, radicalement, je me suis dit, tiens, j'aimerais faire quelque chose d'un peu plus manuel. Histoire de changer un peu du code, et je suis allé bosser dans les entrepôts à Vitry. D'accord. Les entrepôts de marchandises, en fait. Tout simplement, je me suis dit, il me faut quelque chose qui va me faire une bonne coupure avec ce que j'ai fait pendant 2 ans. Ça peut pas être plus mal. Et je me suis dit, je vais faire ça quelques temps, histoire de le temps de venir avec une autre idée, en fait. Il fallait vraiment, tu sais, cette coupure de plus être dans entreprendre et plutôt couper radicalement. Et je me suis dit, plutôt que de prendre des vacances à rien foutre, parce que faut manger, faut quand même gagner de l'argent, ben, je suis allé bosser dans un entrepôt pendant quelques temps. Et de là, un soir, en fait, je passe devant un bar et je me dis, tiens, j'ai pas tenté ça encore. Et il y a plein de potes autour qui me parlaient, ils ont fait des expériences de resto, des choses comme ça, et je me suis dit, tiens, ça peut être sympa, parce que le côté managérial, je ne l'ai pas. Et je me suis dit, tiens, ça peut être cool de voir une nouvelle manière de s'organiser, d'organiser son travail, et bah, de bosser avec des gens, en fait, tout simplement. Donc là, je me lance en restauration, donc avec une équipe ultra internationale, il n'y a pas du tout de français. Donc tout était fait en anglais, je ne parlais pas anglais à ce moment-là, donc nouveau challenge encore, je me suis dit, bah, tiens, ça va être une bonne occasion. Et les gars avec qui je bossais ne me facilitent pas la tâche non plus parce qu'ils parlaient français mais ils ne voulaient pas le faire parce qu'ils m'obligeaient justement à progresser. Donc ça encore, ça a été fantastique. Donc de là, j'y ai passé quelques années. Je suis passé par tous les postes possibles et imaginables. Donc j'ai fait serveur, barman, cuisinier, tout ce que tu peux imaginer. Vraiment tout quoi. Exactement tout. Et de là, je me suis dit, bon, bah, ça me plaît, je continue à avancer, j'apprenais de plus en plus. Et là, donc, intervient l'aspect managérial de la chose. Je change donc de restaurant et là, je passe dans du semi-gastro. Donc là, on me forme vraiment à un autre niveau de restauration qui est de la vraie restauration, c'est plus du pub. Et donc de là, en fait, bah, j'y reste quelques temps et je finis maître d'hôtel. D'accord. Donc qui était vraiment inespéré pour moi. Je veux dire, je rentre... De partir aussi bas à ce niveau-là et arriver à cet état. Exactement. Donc finalement, il me propulse assez rapidement maître d'hôtel, mais après je bossais comme un acharné. Pour moi, le but était que j'arrive dans ce milieu que je connais pas, avec des us et coutumes très particulières au domaine du semi-gastro, du gastro. Donc il y avait déjà un challenge personnel. Il fallait déjà que moi-même, en fait, personnellement, je continue à évoluer et que je rechange un peu ma manière de penser, ma manière de faire les choses et ma manière d'interagir avec les gens. Donc en fait, il y a eu cette espèce de grosse phase caméléon où il a fallu, pendant toutes ces années, se transformer et puis apprendre à gérer en fait, avec plein de gens, en fait, différentes attitudes, différents états d'esprit et puis chacun a son propre caractère. Donc voilà, donc en même temps que j'apprenais le boulot, je continuais à apprendre moi-même, à me développer personnellement, mon relationnel avec les gens. Et de là, bon, je me suis dit, c'est vrai que c'était sympa, j'ai fait une bonne expérience, mais c'était très demandant. C'était très demandant et je me suis dit, après quelques temps, bon, j'en pouvais plus, j'étais assez j'imagine. Et donc je me suis dit, bon, je vais retrouver un autre truc un peu plus cool. Et là, encore changement radical, je me suis dit, tiens, il y a un truc que j'ai pas essayé dans la resto, c'est, tu sais, les restaurants de fast-food un peu haut de gamme, en fait, nourriture rapide un peu haut de gamme, un peu qualitative. Exactement, travaillé par des labos, des choses comme ça. Donc là, du coup, j'abandonne mon poste de maître d'hôtel dans le semi-gastro et puis je passe là-dedans en tant que manager. Et puis en fait, je sais pas, après peut-être 6 ou 8 mois dans ce poste-là, c'est pas que le boulot était facile, mais en fait, je me suis rendu compte que peu importe ce que je faisais dans ce domaine, en fait, c'était la même chose. J'avais un peu fait le tour, si tu veux, et je me suis dit, la prochaine étape, c'est soit faire un métier qui est complètement différent, soit ouvrir ton resto, en fait. Et j'avais pas particulièrement, je suis pas un restaurateur dans l'âme, donc j'aimais bien le métier, je le trouvais fantastique, mais c'était pas mon obsession principale, on va dire. Moi, je voulais continuer à apprendre, en fait. C'est vrai que je me suis rendu compte que tout ce que je fais, je le fais pas parce que c'est attaché à un secteur spécifique, mais c'était tout à fait indépendamment de tout ça. Et moi, tout ce que je voulais, c'était continuer à apprendre. À grandir. Exactement, en fait. Et au moment où j'apprenais plus et que j'étais arrivé entre guillemets au certain palier d'apprentissage et d'évolution, naturellement, en fait, j'avais tendance à chercher autre chose. Et donc là, j'en étais là et je me suis dit, attends, il y a quand même un truc. J'étais parti, pour me changer l'esprit. Voilà, quelques mois, il y a des années maintenant. Je pense que je me suis assez rafraîchi l'esprit. Il est temps que je retourne dans ce que je fais, donc du code en fait. Et je reviens sur ce changement. Ça a été un déclic pour toi ou alors tu l'as senti vraiment venir ce besoin de revenir un petit peu à quelques années plus tôt où en fait, je l'ai carrément senti venir et ça a été physique, c'est pour te dire, c'est un jour je tenais la boutique
Et il pleuvait, il n'y avait pas beaucoup de monde. Et puis j'étais en train de fixer, si tu veux, le mur d'en face. Quoi. Ouais. Et j'étais en train de me dire, je pense que j'ai fait le tour, il faut que j'évolue. Quoi. Ouais. J'évolue plus Vraiment, en fait. Là maintenant, je me lève le matin et j'apprends plus. Ouais, t'as un plafond de verre et. Voilà, exactement. Donc là, en fait, ça a été vraiment la réalisation physique où je me suis dit, faut que je retourne à quelque chose de plus. Qui me parle un peu plus, Ouais. quoi, plus entrepreneurial, plus tout ça. Quoi. D'accord. Et donc de là, en fait, je commence à fouiller un petit peu à droite à gauche, voir s'il n'y a pas, comment dire, pas forcément remonter une boîte, mais essayer de joindre un projet Ouais. ou essayer de développer quelque chose qui n'existe pas encore en France. Où je regardais un petit peu ce qui se faisait, et là je tombe sur l'école 42, pur Tout hasard, à fait. jamais entendu parler de ça. Et je me dis, tiens, c'est quand même marrant, c'est une école, ils ne demandent pas de diplôme, ils n'ont pas de limite d'âge, ils ne délivrent pas de diplôme non plus, ils n'ont pas de prof, ils n'ont pas de cours, mais c'est génial. Je me suis dit, bon, ça me sonne bien, Ouais. tu vois, ça a l'air pas mal, ça a l'air assez délirant de la manière dont moi-même je fais les choses. Et je me suis dit, essayons, tu vois. Et donc j'arrive là-bas, je me présente et on me dit, bon, concrètement, la seule promesse qu'on vous fait, c'est que vous allez apprendre des choses et vous allez repartir de là avec des compétences incroyables. C'était la seule promesse qui a été faite. Vous avez dit, pour le reste, on vous demande rien, on ne vous demande pas d'argent, pas d'études, pas de qualification particulière. Ouais. Et même, en fait, ne rien connaître finalement à la programmation, c'était même positif finalement. Moi, je me suis dit, bon, je connais déjà, j'en ai déjà fait, j'ai monté une boîte. Ça peut être cool, ça peut être un nouveau tremplin. Donc de là, je passe les sélections à 42, faut dire que ça a été intense. Je rappelle juste à ceux qui nous écoutent, École 42, si tu pourrais présenter cette école Bien un peu plus entendu. en profondeur. Parce Donc que... l'école 42, non mais t'as raison, c'est bien spécifié. Donc l'école 42, ça a été une école qui a été fondée par Xavier Niel, donc le patron de Free. Effectivement, en 2013, si je dis pas de bêtises. Et toi, tu y rentres en 2015. Et j'y rentre en 2015, moi, exactement. Et en fait, c'est comment dire, c'est un espèce de jeu vidéo, entre guillemets, pour progresser dans l'école, où on a des projets à réaliser, on est assez autonome, en fait, assez libre de choisir ce qu'on veut faire et ce qu'on veut apprendre. Bien entendu, on est guidé quand même, on a des vidéos explicatives, on a un support pour chacun des projets qu'on a réalisés et compagnie. Et l'idée, c'est de progresser comme ça, pas à pas, en fait, de manière très, très structurée, très organisée, avec un programme qui est, mine de rien, calqué en fait sur le programme donc, des écoles d'ingé Epita et Epitech, donc assez traditionnel finalement. Donc disons que l'apprentissage et les compétences qu'on acquiert dans cette école, elles sont très traditionnelles, elles sont très axées ingénieurs. Par contre, la manière de faire est totalement libre en fait. Ouais. Donc, chacun est libre de progresser aussi vite qu'il veut, chacun est libre d'apprendre en fait ce qu'il veut, ce qui le passionne vraiment et d'approfondir en fait. Donc voilà à peu près le tour de l'école. Et ça se traduit par des levels, des niveaux en interne que tu gravis au fur et à mesure. Quoi. Exactement, chaque fois qu'on valide un projet, on gagne des points. Le point fait monter notre espèce de barre de score. Voilà. Et arrivé à niveau 21, comme dans un jeu vidéo, en fait, on considère qu'on a gagné. Et du coup, on est prêt à affronter le monde réel. Le monde du développement professionnel. Quoi. Exactement, okay. C'est ça. Écoute, je te laisse parler... te continuer du coup par rapport à ce que tu allais dire à ce niveau. Ouais, et du coup, je rejoins le 42 et là, en fait, ironiquement, le fait d'avoir fait de la programmation avant m'a pas du tout sauvé ou m'a pas du tout aidé, puisque tout a été repris et démonté depuis les bases. Ça avance vite. Et ouais, ça avance très vite. T'imagines que je codais 10 ans en arrière, ou 5 ans en l'occurrence, parce que je parle de maintenant, mais effectivement, donc à l'époque, on n'y était pas du tout. Et puis bon, j'arrive là et le programme est complètement différent de ce que je faisais moi, quoi. Donc finalement, ça a été super positif parce que j'ai vraiment démonté toutes mes mauvaises habitudes et appris, on va dire, professionnellement ce qui devait être fait et comment ça devait être fait. Donc ça a été incroyable, ça a été une très bonne expérience. Et donc comme dans toute école, comme dans toute bonne école, on a des stages et des choses comme ça à faire. Donc en fait, là, on va dire, mon premier pas dans le monde du dev, professionnellement, disons, ça a été donc lors de mon premier stage quand j'ai rejoint Snapcall, qui était une boîte qui était montée peut-être 2 mois avant que j'arrive. Ouais, donc early stage. Vraiment. Alors on peut pas faire plusieurs early stage parce que quand j'arrive en fait, les gars ont une page web, ils sont 2, anciennement des télécoms. Et ils me disent, on va révolutionner le monde de l'appel par Internet. Ouais. Moi, je me suis dit, bon, il y a déjà Skype, il y a plein de choses, comment est-ce qu'ils vont faire ? Et les gars me montrent une page blanche avec un gros bouton noir en plein milieu et me disent, mets ton numéro de téléphone et clique dessus. Je clique dessus via le navigateur et puis ça sonne sur mon téléphone. Et là, je me suis dit, attends, il y a un truc. Et les gars me disent, ne prends pas peur, tu vas être le premier développeur et puis c'est à toi de développer tout ça. Et en fait, eux utilisaient à l'époque une solution d'un concurrent, c'était juste une démo à l'époque. Et il m'a dit, maintenant, nous, on veut faire ça en interne. Donc je débarque dans un monde absolument incroyable, les télécoms, je ne connais pas, je me suis dit machin. Mais les gars me disent, on connaît 42, on n'a pas fait des sélections pour trouver un dev là-bas pour rien, ça va le faire.
Donc j'arrive et en fait, un stage de quelques mois s'est retrouvé en plus d'un an passé chez eux parce que le projet était incroyable, il y avait plein de choses à faire. Et surtout moi, en fait, en les rejoignant, j'ai retrouvé un peu cette espèce d'émotion que j'avais quand moi-même j'ai créé mon projet, où je me suis dit, il y a tout à faire, il y a plein de choses à inventer, c'est incroyable quoi. Et donc je suis resté voilà, un peu plus d'un an chez eux en fait. Mon objectif était jusqu'à qu'on termine un premier produit et qu'il soit à flot et que le marché prenne et que la boîte soit vraiment officiellement lancée avec un produit. Voilà. Donc, fast forward un an plus tard, donc le produit est lancé, ça fonctionne super bien, ça commence à démarrer, mais moi, comme j'étais à mi-parcours de 42, je pouvais pas vraiment laisser le truc pas fini. Ouais. Donc je me suis dit, ça fonctionne, j'ai respecté mon délai et puis ce que j'avais promis au départ en les rejoignant, donc maintenant, faut que je continue mon truc, quoi. Donc de là, je les quitte en fait et je retourne à 42 tout simplement, me spécialiser. Ouais. Parce que jusqu'à maintenant, c'était la première phase d'apprentissage. Oui, assez généraliste. Exactement, c'est ça. Et là, je me spécialise dans tout ce qui est réseau, sécurité, très bas niveau, système, des trucs vraiment très, très, très spécifiques. On n'était pas beaucoup, disons, parce que c'est pas super sexy, quoi. C'est vrai. Mais par contre, c'est extrêmement passionnant. Oui. C'est ça le truc. Et de là, en fait, est venue cette espèce de vraiment déclic pour le back-end. Totalement, où je me suis dit, en fait, vraiment, je veux faire que ça. C'est vraiment mon truc, quoi. Et donc, je termine 42 très rapidement. En fait, j'y ai passé que 4 mois de plus, finalement, au lieu des 1 an et demi ou 2 ans qui restaient. Donc, j'ai fait ça en 4 mois. Très intense. J'étais pressé, en fait, je voulais retourner bosser. Ouais. Je me suis dit, mon truc a toujours été de travailler. Oui, l'école, L'école, c'est pas pour moi. Après, l'école façon 42, ça s'adaptait quand même à ce que toi, tu recherchais. C'est très entrepreneurial dans l'idée, en fait, puisque comme tu es très libre de tes horaires, de ce que tu choisis de faire, et tu t'organises comme tu veux, et en fait, tu t'es amené à collaborer avec d'autres gens. Donc finalement, si tu veux, c'est une expérience qui est, c'est vrai, scolaire, mais calquée sur le modèle entrepreneur. Donc toi, ça te correspondait bien à ce niveau-là. Parfaitement. Mais pas totalement, quoi. Mais pas totalement, exactement. Je me suis dit, ça reste quand même une école. Faut appliquer ce qu'on a appris, quoi, tout simplement. Et comme Snapcall m'avait beaucoup plu et que je me suis dit, en fait, je pense que je peux continuer dans le dev professionnellement. Vraiment, ça a été le truc qui m'a ouvert un peu les portes. Du coup, je termine très rapidement 4 mois. Et de là, donc, je commence à chercher un petit peu. Je prends mon temps. Je me suis dit, tiens, essayons de trouver une boîte un peu sympa. Et je tombe sur Planity. Donc, Planity, qui est une boîte qui est leader du rendez-vous dans tout ce qui est beauté et coiffure. Donc, moi, forcément, je ne connaissais pas du tout ce secteur. Mais je me suis dit, bon, je ne suis pas un secteur près que je ne connais pas. Donc, allons-y, quoi. Pourquoi pas. Et donc, je rejoins Planity. Et je passe 1 an et demi chez eux où là, je commence à découvrir un peu tout ce qui est cloud, Amazon, Google, toutes ces choses-là que je ne connaissais pas du tout. Parce que moi, quand je faisais ça pour ma boîte à l'époque, tout était vraiment à l'ancienne. Les stacks très classiques, tout était sur un serveur à la maison. Enfin, c'était vraiment du bricolage. C'était du bricolage total, c'était incroyable. Et donc là, je découvre tout ce qui est univers cloud et tout ce qui est attaché à ça. Et donc là, je monte en compétences de manière incroyable en fait. Et donc 1 an et demi, je passe chez eux, ça a été fantastique, mais là je me rends compte que on continue à faire les choses comme moi je les faisais en fait lors de mon expérience entrepreneuriale, donc c'est-à-dire encore au niveau early stage où c'est pas très structuré, pas très organisé. Et là je me suis dit il faut vraiment que je rejoigne une boîte et il me manque cette compétence. J'ai le code, j'ai la logique, je commence à connaître pas mal l'écosystème cloud et tout ça, mais pour que j'évolue il me faut de la structure. Et je me suis dit surtout plus tard, si dans quelques années je vais relancer quelque chose, je pense que j'ai pas envie de reconnaître les mêmes erreurs en fait, que j'ai fait, quoi. Donc là, je cherche une autre boîte en fait, qui pourrait m'offrir ça. En l'occurrence, je tombe sur Captain, qui est anciennement chauffeur privé. Voilà, c'est vraiment connu. Exactement. Et je me suis dit, waouh, les mecs, ils ont 200 et quelques devs. Pour arriver à cette taille-là et être juste derrière Uber, on va dire, en part de marché, les mecs, ils ont... C'est des monstres. Ouais, c'est des monstres, ils doivent savoir quelque chose que moi, je sais pas. Donc je les rejoins en février, là, en début d'année. Et en fait, pour la petite histoire, je suis arrivé au moment de la fusion avec FreeNow, donc le groupe allemand qui est possédé par BMW et Daimler. Et en fait, pour Captain, j'ai bossé officiellement 2 semaines, puisque comme on était au moment de la fusion, ils m'ont directement envoyé dans les équipes allemandes. Et là, en fait, c'est là que ça a été fantastique, puisque finalement, comme l'équipe allemande est à Hambourg, je travaille avec eux, en fait, mais je travaille avec eux en remote depuis 8 mois. D'accord. Donc, en fait, ça m'a encore apporté une dimension que je n'avais pas, qui était travailler avec des équipes non francophones finalement, avec des gars qui viennent de partout. Donc dans mon équipe, j'ai des gars du Venezuela, du Brésil, d'Allemagne aussi bien entendu, mais voilà, d'un peu partout en fait.
Et ça a été vraiment le côté cool de te dire, bah, travailler à distance, ça peut marcher, avec des équipes qui sont internationales et sur un produit finalement que tu connais pas. Et comme quoi, et en plus de ça, je suis arrivé sur une stack technologique que je ne connais pas non plus. Qui est du coup du Java, du Spring, du Kotlin, des choses comme ça. Quand j'ai signé chez Captain, j'ai signé en tant que développeur Node. Donc j'arrive sur un truc que je connais pas, je me suis dit encore un nouveau challenge. Voilà. Mais bon, j'ai pas peur, je suis pas assez après, on y va quoi. Et comme quoi en fait, bah, ça peut se faire et ça se passe super bien. Et je pense que, enfin, je veux dire, j'ai commencé à bosser avant que le Covid arrive, bien entendu. Donc comme quoi, bah, c'est tout à fait possible de travailler en remote avec une équipe internationale et c'est super enrichissant en fait. Parce que du coup, bah, tu continues à te mélanger, tu sais, dans cet esprit de bah, chacun pense différemment, chacun fait les choses différemment, bah, forcément suivant son éducation, sa culture. Forcément, ouais. Donc, et toi, tu ressens encore au quotidien cette envie qui t'a défini tout au long de ton parcours de grandir, d'apprendre de nouvelles choses. Donc là, d'évoluer avec des personnes comme ça, avec différentes cultures, etc., toi aussi, tu pouvais te servir de ça quoi, pour continuer à grandir. Donc, exactement. C'est que moi, c'est comme ça que j'ai appris, en fait, on va dire, jusqu'à aujourd'hui. J'ai toujours bossé avec des gens comme ça très différents. Et bah, l'aventure a continué, donc là, c'est fantastique. En fait, moi, je m'y retrouve totalement. Quoi. Ouais, ok. Bon, écoute, super cool. Incroyable parcours, c'est ce qu'on recherche nous pour ce podcast. Donc merci de toutes ces précisions, ces anecdotes. Donc là pour ceux qui nous écoutent, donc là, pour ceux qui nous écoutent, quel conseil tu pourrais donner à des personnes qui se posent la question, voilà, là j'ai ça, je suis en poste, je suis très bien, mais je sens que j'ai des envies d'aller voir ailleurs, de toucher à d'autres choses. Quel conseil, toi, tu peux leur apporter de par ton expérience ? Bah déjà, de par mon expérience, je pourrais dire que faut pas rester bloqué sur un diplôme ou un parcours très spécifique. Ça définit plus rien à notre époque, en fait. Et j'ai fini par découvrir moi-même en fait que bah, effectivement sans diplôme on peut quand même arriver à des choses si on a une bonne expertise dans ce qu'on fait et si on a envie d'apprendre. Et je pense que c'est vraiment le point capital. Il ne faut pas perdre l'envie d'apprendre, il faut continuer à être curieux, il faut vraiment s'informer, il faut aller au-delà d'uniquement ce qu'on pourrait nous donner en fait, à apprendre ou à voir. Il faut vraiment continuer à fond. Et si jamais y a des gens qui cherchent à changer de branche ou changer de métier, c'est jamais trop tôt, c'est jamais trop tard, il faut juste y aller et il faut pas avoir peur en fait de se casser la gueule finalement quoi, parce que en fait c'est jamais vraiment ça, c'est plus c'est de l'apprentissage, faut vraiment aller en fait là où les gens vous disent que c'est suicidaire de le faire puisque c'est là en fait qu'il y a des choses intéressantes à faire finalement. Peu de gens y vont et même s'il y a un échec, il ne faut pas prendre ça comme un échec, mais regarder, et apprendre et aller de l'avant. C'est jamais un échec en fait, c'est jamais un échec. C'est toujours un apprentissage et c'est vrai que on l'entend souvent en fait. On l'entend souvent, mais je veux dire, je suis passé par tellement de jobs et de carrières, on va dire, et de métiers différents que sincèrement les gens, s'ils voient qu'il y a une vraie envie d'apprendre et de comprendre finalement aussi ce qui se fait, il y aura toujours quelqu'un qui va donner une chance en fait. Toujours. Et il y aura toujours du support aussi de l'autre côté dans les moments un peu difficiles où ça rame un peu. Donc il faut vraiment y aller, il ne faut pas perdre espoir. Faut continuer d'expérimenter, de se remettre en question et d'essayer en fait tout simplement d'aller de l'avant jusqu'à ce que ça fonctionne. Faut y aller quoi. Est-ce que, j'imagine qu'il y a eu des moments de doute, est-ce que tu as pu t'appuyer sur certaines personnes pour justement être accompagné, te dire que ok, faut y aller, enfin te donner confiance en toi quoi. Est-ce que c'est important d'avoir un entourage pour passer cette interrogation et passer vraiment à l'acte ? Alors vraiment oui, parce que si on se retrouve tout seul et qu'on ne pose pas les questions entre guillemets qu'on a en tête aux gens autour de nous, on se met à ruminer et puis on n'a pas les bonnes réponses. Et en fait les réponses elles viendront très rarement de nous, du moins les bonnes réponses. Et aussi ironiquement que ça puisse paraître, moi, les gens qui m'ont conseillé de continuer à chercher, d'évoluer, ça a toujours été les gens en fait, qui comptaient le plus sur moi dans mon travail. Donc finalement mon directeur, mon manager, mon patron, ça a toujours été eux qui me disaient toujours tu fais du très bon boulot, mais si tu as ça en tête, il faut que tu y ailles. Parce que trop tard après, trop tard. Il me dit t'es entre 18 et 30 ans en fait. Eux-mêmes me le disaient, c'est le moment où il faut expérimenter, il faut y aller. Donc évidemment, il faut poser les questions. Et puis même si effectivement ça a l'air contre-intuitif d'aller voir son patron et lui dire j'ai envie de partir,
faut pas juste y aller comme ça. Oui, Quoi. bien sûr, faut amener la chose. Voilà, faut amener la chose. Mais faut dans amener l'idée, c'est l'idée. ça. Faut... Mais en général, effectivement, les gens qui apprécient le plus que tu fais, ce sera les gens qui te pousseront le plus et qui auront les meilleurs conseils, forcément, parce que un peu plus d'expérience de leur côté, à te pousser dans la bonne direction, dans la bonne réflexion. Donc, faut surtout partager. Il y a, je dirais, un petit truc à pas faire forcément, c'est pas forcément écouter son entourage proche comme la famille ou les potes, parce que chacun a ses peurs. Ouais. Mais plutôt demander à des gens qui sont déjà dans le domaine, en fait, tout simplement. Et puis même, petite anecdote comme ça, quand je cherchais donc, mon boulot après l'école, j'aurais eu tendance à aller voir mes collègues d'école et leur demander ce qu'eux veulent faire. Et en fait, je me suis dit non, ça c'est pas la bonne méthode parce que je pense qu'ils sont aussi paumés que moi, au bout du compte. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur LinkedIn et j'ai commencé à chercher des boîtes un peu cool qui me plaisaient et envoyer des messages directement au CEO. D'accord. Et leur demander, pas forcément les rejoindre, mais leur demander pourquoi est-ce que ce serait cool de vous rejoindre en fait. Et en fait, à ma grande surprise, j'y suis allé complètement au talent, je pensais pas que j'aurais une réponse. Et je pense que sur une cinquantaine de mails, honnêtement, j'en ai au moins 35 qui m'ont répondu, ce qui est énorme. Ouais. Ce qui est énorme. Et ils me décrivaient tous leur boîte avec un enthousiasme incroyable. Et forcément, tu te dis, ils ont monté ça, c'est leur enfant, entre guillemets. Mais ils n'étaient pas là pour te convaincre en fait, de les rejoindre. Ils étaient là pour plutôt te dire, voilà ce qu'on fait, comment on le fait, et voilà comment est-ce qu'on est arrivé à cette réflexion. Donc, pose-toi la question si c'est ce que tu veux faire ou pas. Tu vois. Et en fait, j'ai eu plein d'échanges avec ces gars-là et ils m'ont énormément aidé finalement. Tu vois. Ils m'ont énormément aidé. C'est pour ça que je dis, vaut mieux aller voir des gens qui ont tenté, qui ont échoué, qui ont réussi à un certain point, qui ont expérimenté aussi, parce que ce sera eux, entre guillemets, qui ont les meilleurs conseils pour t'amener là où tu veux aller, dans le sens où tu es dans la même phase que eux l'étaient il y a des années, quoi. Donc je pense que c'est une des meilleures choses à faire. Essentiel. Après, bien entendu, je veux dire, si on a un entourage d'entrepreneurs ou des gens qui expérimentent aussi, faut y aller. Bien sûr. Bien sûr. Ok. Petit, est-ce que tu t'imaginais avec ce parcours-là ? Pas du tout. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais faire ? Justement, comme je fais du karaté depuis tout petit, j'ai commencé, j'avais 7-8 ans, juste comme ça. Et moi, je me voyais champion du UFC, quoi. Ouais, d'accord. Oui, rien à voir. Ok. Rien à voir. Mais j'ai toujours eu plus ou moins cette espèce de passion pour décortiquer un petit peu tout et n'importe quoi. Donc ça pouvait être quand j'étais petit des jouets, ça pouvait être... je me souviens, j'avais 10 ans. Ça m'a marqué vraiment, parce que je m'en suis rappelé il y a quelques temps. J'avais complètement oublié ça. Mais à 10 ans, mon oncle m'avait amené un bouquin sur des très vieux moteurs d'avion. D'accord. Et c'était vraiment un bouquin d'ingénieur. Voilà. Détaillé, technique. Et, pas que je comprenais grand-chose, mais je regardais les dessins et puis je commençais à comprendre comment ça se goupille, comment ça machin. Et je pense que c'est de là en fait que je me suis dit, tiens, j'ai vraiment un vrai intérêt pour décortiquer, savoir comment les choses fonctionnent. Donc au final, je pense que je fais de la programmation maintenant. Bon, j'ai trouvé mon truc, tant mieux. Ça a été long et fastidieux, mais j'ai fini par trouver. Mais finalement, en fait, c'est cohérent avec ce que je faisais, ce que j'étais petit, à savoir décortiquer, savoir comment ça fonctionne, remonter, puis essayer de faire mieux, quoi. Ouais. Okay. Donc ouais, mais à la base, oui, je voulais être un sportif. Ok, bon écoute, plutôt cool. Mais là, t'es sûr que t'as trouvé ta voie ? Je pense que là, on est bien. On est bien. Ok, bien. Écoute, plutôt cool. Dernière chose, récemment, tu as eu une expérience avec Urban Inker. Est-ce que tu peux l'expliquer, comment tu l'as ressenti, cette expérience candidat avec le cabinet de recrutement Urban Inker ? Déjà, l'expérience, elle a été assez incroyable, dans le sens où le premier contact que j'ai eu avec vous, ça a été non pas plutôt me présenter toutes les offres que vous avez, mais surtout m'écouter d'abord. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'était une première en fait pour moi, parce que systématiquement, les recruteurs que j'ai eus avant au téléphone ou des chasseurs de tête ou peu importe, ils étaient là à me déballer 1 milliard d'offres. Et bon, c'était trop quoi. Là, tout de suite, le premier contact que j'ai eu, c'était parle-nous de toi, quel est ton parcours, explique-nous un petit peu tes spécificités, pourquoi est-ce que tu en es là et où est-ce que tu veux aller à partir de maintenant. Donc ça, déjà, j'ai trouvé ça fantastique. Je trouvais ça génial. Et parce que voilà, il y avait vraiment quelqu'un au bout du fil qui était là pour me dire on va te trouver si on a quelque chose pour toi. Et non pas proposer la même offre à 10 000 candidats, il y en a peut-être un qui va matcher en fait. Le processus était inversé, quoi. Donc j'ai vraiment apprécié ça. Et surtout, c'était que tout a été pertinent, tout ce qui m'a été présenté. Et à ma grande surprise, en fait, malgré le fait que, avec par exemple WeMaintain, avec qui j'étais en très bon, on va dire, très bonne avancée dans le processus. Bon, ça n'a pas marché pour X raisons, mais au bout du compte, tout de suite, j'ai eu un rebondissement.
Et donc Corentin qui me rappelle très rapidement, qui a été tous les jours au téléphone avec moi, par mail, voir comment ça se passait, me tenir au courant de l'avancement, enfin vraiment pas te laisser dans le bleu, quoi. Ouais. Et qui me dit, écoute, attends, j'ai pensé à un autre truc, on a quelque chose là tout de suite, je pense que ça peut matcher aussi bien qu'avec WeMaintain, donc en l'occurrence ici on parle de Trusk. Et il me dit, ce serait génial, je les connais super bien, il faut vraiment que tu les rencontres, ça va coller avec ton profil. Et effectivement, j'ai eu donc Jonathan, le CTO de Trusk au téléphone, et ça a matché tout de suite, c'était incroyable en fait. Et donc franchement super réactif. Énormément d'informations, je veux dire, sur l'avancement du processus et comment ça se passe. Et si jamais, effectivement, y a un petit accro, en fait, c'est pas un problème pour Urban Leaker parce qu'il y aura toujours quelque chose derrière. Et dans tous les cas, je veux dire, c'est presque une garantie, en fait, de trouver quelque chose avec le bon fit, quoi. Ouais. Le bon fit et le bon niveau d'expérience, en fait. Mhm. Donc, fantastique, super positif et en vrai, très rapide, finalement. En combien de temps, alors au bout du compte, je pense qu'on a pris contact tout au début. Je pense que en tout et pour tout, ça a dû durer un mois. Ouais. Je pense, un mois, c'est ça. En un mois, avec un agenda quotidien à gérer, etc. quoi. Donc, plutôt rapide. Ok, à recommander du coup. À recommander, totalement. Super. Bon écoute, on a fait le tour. Est-ce que tu as un mot de la fin pour nos auditeurs, auditrices sur ton parcours, quelque chose qui te vient à l'esprit, un dernier conseil un dernier petit conseil, une fois de plus, je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter encore parce que c'est vraiment important. Allez là où les gens vous disent que c'est pas possible, parce que c'est là qu'il y a les meilleures choses à faire. N'arrêtez pas d'apprendre, n'arrêtez pas d'expérimenter, remettez-vous en question et allez de l'avant jusqu'à ce que ça marche. Super, enfin, toujours. Parfait. Bon écoute, merci beaucoup Razvan, merci infiniment pour merci à toi. ton parcours qui est très inspirant et puis encore merci. Merci à toi.